Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Vintage Mécanique, François Alain vous emmène au large pour un projet exceptionnel qui allie raffinement et luxe à l'italienne. Qu'est-ce que c'est beau! Le tulipage, il est magnifique. Déjà, rien que ça, c'est une œuvre d'art. Un canot automobile si luxueux qu'il a fait rêver les plus grandes stars du monde entier depuis plus de 70 ans. Ce symbole de la Dolce Vita, c'est le Riva Super Florida. C'est pas mon créneau, quoi. C'est peut-être le moment de se jeter à l'eau. C'est le cas de le dire. Pour s'attaquer à ce canot automobile de légende, François va devoir convaincre son pool de restaurateurs. Voilà, oui. Voilà. C'est une pirogue indienne avec un moteur V6 turbo derrière, c'est ça ou pas? Ça s'en rapproche plus. Ce ne sera pas une mince affaire, car le chantier va être particulièrement compliqué à gérer. Test moteur sur un banc mécanique. Allez, cocotte, allez! Problème de compression. Ça fait un peu peur, effectivement. Ah ouais. Organe mécanique de marinisation. Purée, Tout est bouffé. ouais. Contre l'eau de mer, on peut pas lutter. Moteur à changer. Il y a des fuites un peu partout. Et là, si tu allumes un gros cigare, Il y a risque ça d'exploser. peut mal se finir. Clavette et disque d'inverseur en carafe. Là, il n'y a plus de garniture. Plus de matière. Tu vas pouvoir embrayer, mais le bateau n'avancera plus. Décapage et chromage des pièces. Eh, magnifique. Ponçage et vernis de la coque. Tu dirais que tu as fait ça toute ta vie, dis-moi. François réussira-t-il ce tour de force, celui de restaurer et de revendre ce Riva Super Florida à un bon prix? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. J'adore. C'est à bord d'une belle italienne, une Fiat Ghia 1500 GT, que François rejoint un ami collectionneur. Et visiblement, notre expert a, comment dire, un léger retard. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Ça y est, François arrive enfin à bon port. Espérons pour lui que son retard ne mette pas en rogne Roland. Et vous êtes injoignable. Désolé, je me suis perdu. Le principal, c'est d'avoir trouvé. Vous m'avez parlé au téléphone d'un vieil engin à débarrasser. C'est pas ça, hein? Non, quand même Non, parce que pas. je veux pas être méchant, mais c'est pas ma Voilà, cam, je ne t'aurais quoi. pas fait venir pour ça. Bon, ok, là, il s'agit de quoi? Je suis en train de vider un petit peu de mon local. Ok. Et j'ai encore quelque chose qui peut pouvoir vous intéresser. Donc on va aller voir la bête. C'est avec impatience que François file découvrir la fameuse bête qui sommeille à l'intérieur du hangar. Ah ouais, génial. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je suis surpris parce que c'est pas a priori mon domaine de prédilection, mais moi, à titre personnel, je trouve ça magnifique, quoi. Un Riva dans toute sa splendeur. La légende de Riva a été façonnée par un homme, Carlo Riva. Né en 1922 sur les bords du lac d'Iseo, il baigne très tôt dans le chantier familial de bateaux fondé en 1842. En 1950, Carlo prend les commandes de l'entreprise et lui donne un nouveau cap, les canots de vitesse qui font fureur aux États-Unis. Carlo s'y rend 2 ans plus tard et ramène des V8 équipant les fameux Chris Craft. Il associe alors le savoir-faire familial, le luxe à l'italienne, à ces monstres américains. Et en 1952 sort le Sebino, premier Riva de série. Le succès est immédiat auprès de la jet-set européenne. Les Riva type Super Florida ou Aquarama deviennent des symboles de luxe et de glamour convoités par les stars, de Brigitte Bardot à Grace Kelly en passant par Jean-Paul Belmondo. Plus que des bateaux, Riva incarne l'art de vivre des plus fortunés. En 1971, Carlo se retire de l'entreprise. Son héritage, 6 grandes familles de modèles somptueux et un nom, Riva, qui reste encore aujourd'hui un synonyme d'excellence. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'il prend cette idée chez les Américains qui, eux, par contre, n'avaient pas encore compris l'intérêt de faire du luxe, du grand luxe. Et lui se dit, en Europe, et notamment sur la French Riviera, on va en faire un objet de luxe pour la jet set. Et depuis quelques années, ça redevient à la mode. C'est génial. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est sublime. Ce Riva
Riva, c'est la Dolce Vita sur l'eau, avec ses 6,10 m de longueur, 2,5 m de largeur et son tirant d'eau de 50 cm. Poids sur la balance, 1,3 tonne. Sa ligne est pure et intemporelle, avec une touche de sportivité et de luxe. Sa coque est un somptueux mélange de bois et de chrome. Le cockpit allie nautique et automobile avec une instrumentation complète à cadran et un volant. Ce dernier agit sur le gouvernail via une tringlerie. Pour finir, une sellerie en simili-cuir assure le confort à bord. Sous sa coque se cache un moteur V8 General Motors de 4,6 litres, développant 185 chevaux. Ce cœur mécanique refroidi par eau est alimenté par un carburateur quadruple corps. Vitesse max, 38 nœuds, soit 70 km/h. Avec de telles caractéristiques, il y a de quoi donner le vertige aux plus expérimentés des loups de mer. Reste à savoir si ce mastodonte est à la portée de notre expert. Si je suivais mon instinct, je vous dirais oui tout de suite et sans réfléchir. Mais c'est ça le problème, c'est que si je dis oui sans réfléchir, après ça va être compliqué, quoi. Pour toute la partie mécanique, il n'y a aucun souci, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai des restaurateurs qui vont se passionner pour la mécanique. Mais toute la partie flottabilité et spécificité d'un Riva, ça s'improvise pas, quoi. Oui. On aura rarement vu François aussi hésitant. Faut dire qu'il y a de quoi flipper. S'attaquer à un tel bateau, c'est un défi gigantesque. Surtout quand on est juste spécialiste automobile. Il faut que je sache quel prix vous en voulez. Il faut que je sache ce qu'il y a à faire dessus et quel budget je dois envisager. Et puis évidemment, il faut que je trouve les restaurateurs compétents qui seront dans les clous. Mais évidemment, on ne peut pas abandonner un bateau comme ça. Si ce projet de restauration sème le trouble dans la caboche de François, il a tout de même des connaissances solides sur ce Riva Super Florida. Triple bordée croisée, le tulipage il est magnifique. Déjà rien que ça, c'est une œuvre d'art. C'est superbe. La teinte par contre, elle est un petit poil clair. J'aime bien cette teinte-là, mais théoriquement les Riva étaient un poil plus foncés. À la vue et au toucher, notre expert commence à fondre, voire à littéralement craquer. C'est un look, bon l'intérieur on n'en parle même pas, c'est juste magique quoi. C'est la Bentley des mers quoi. Bon, maintenant, va falloir se décider. Est-ce que notre spécialiste va se lancer dans la restauration de ce canot automobile luxueux qui a tant fait rêver les stars du monde entier depuis plus de 70 ans? C'est vachement tentant. Mais il y a plusieurs interrogations fondamentales. Il manque des éléments importants qui sont la motorisation, tout l'équipement type sellerie, les éléments d'accastillage, tableau de bord, tout ça. Vous avez les pièces ou pas? Je les ai. Le moteur, il est complet, il marche, il est à revoir. Le moteur, il est complet, mais il faut le revoir. Bon, la mécanique, c'est du General Motors, du GM, donc ça, c'est comme nous dans l'automobile. Le diagnostic du Riva Super Florida pose question. À cela s'ajoute qu'il est resté 10 ans au sec sans naviguer. De quoi plonger François dans la réflexion. Je sais à peu près combien se vend aujourd'hui un très beau Super Florida. Je vois dans quel état est le bateau. Écoutez, je peux vous proposer 35 000. J'en voulais au départ 40 000. Je suis pas tombé loin. Non. Heureusement pour François, la négo commence bien, pourvu que ses connaissances chiffrées jouent en sa faveur. 37, ça serait mon dernier prix. Le prix ferme et définitif du vendeur est non négociable, et ça, François le sait. Donc maintenant, ça passe ou ça casse. Bon, Roland, merci beaucoup. François repart avec ce sublime Riva Super Florida pour 37 000 €. Une chose est sûre, il a en sa possession un diamant brut. Reste à trouver le restaurateur qui acceptera de le tailler pour en faire un joyau du patrimoine nautique. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son Riva Super Florida de 1964. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Vincent, c'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes.
Eric et son frère Lionel, 36 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de légende. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et enfin, Loïc, ce mordu de sport nautique et automobile de haut niveau, a toujours pour objectif de lier le bateau classique à l'automobile ancienne avec un service de qualité optimal. Brigitte Bardot. Ça va les amis? Ça va. Ouais, c'est vrai. Vous êtes en forme, vous avez bonne mine, les vacances se sont bien passées? Bah, pas autant que toi. Hein. Ben moi ça s'est très très bien passé les D'ailleurs, il vacances. vient à peine de descendre de son pédalo, tu vois. Exactement. Et vous savez pas, pour la première fois depuis très longtemps, je suis allé sur la Côte d'Azur. Et ben j'ai beaucoup profité de ce lieu sympathique et j'ai fait un très bel achat. T'as acheté une D'accord. belle marinière, c'est ça? Exactement. Non, ça c'est breton, ça. Il est passé de la barboteuse à la marinière. Quand même. Voilà. C'est vrai. La tenue estivale et le teint hâlé de François réchauffent ce début du container. Espérons juste que la présentation de son projet ne glace pas nos experts. J'ai acheté un engin. Nous avons tous un lien commun. Le ventre? Non. Non. Me cherche pas. Nous avons un lien tous avec la mer. Puisque je sais, toi, Olivier, tu as commencé ta carrière notamment en t'occupant de moteurs de bateau. Ah ouais. Eric a son permis bateau. Oui, mais comment tu sais ça, toi? Parce que je suis très informé. Je sais que nos amis de Lady Art Car ont travaillé sur le design et la création de bateaux de luxe, donc ils connaissent aussi cet univers. Je sais que Vince, c'est comme moi, il a des attaches sur la côte atlantique. Lui, c'est l'île d'Oléron. Et pour finir, Loïc, qui est un petit nouveau. Ouais, c'est qui d'ailleurs? Alors Loïc, il a eu toute une carrière dans la Formule 1, dans le sport automobile. Il y a un petit jeune là qui arrive, il s'appelle Loïc, le mec il sort de la F1, on se demande ce qu'il fout là quand même le mec. Le petit nouveau sème le trouble parmi nos experts. Mais si François a convoqué du sang neuf, c'est pour une bonne raison. Justement, comme vous le savez, il y a dans certains cas de bateaux des rapports très liés entre les bateaux, les motorisations automobiles et il y a un lien avec Loïc puisqu'il s'intéresse aussi à cet univers. Donc nous avons tous un lien avec le nautisme, qu'il soit à moteur ou à voile. C'est un bateau? Bah, d'un autre côté, il a mis la marinière, il a mis les lunettes de soleil, il a mis. Ouais, il est déguisé, mais. Et il manque la casquette du petit baigneur, quoi. Moi j'adore, c'est vraiment mon kiff, le bateau c'est toute ma vie, je rêverais d'avoir un bateau pour vivre dessus. C'est plus facile que de vivre dans une voiture, tu me diras. Et vous connaissant tous, je pense sincèrement que vous allez tous être friands de ce qu'il y a dans le container. Alors, moi, ça m'inquiète parce que vu la taille du conteneur, si tu veux. Ça doit pas être un gros bateau. Ça doit Ouais. pas être balèze. Ah, c'est pas le Donc, c'est quoi? C'est une coque en polyester avec des pédales et un siège? Non, alors ça n'est pas un pédalo. C'est une pirogue indienne avec un moteur V6 turbo derrière, c'est ça ou pas? Ça s'en rapproche plus. Avec une telle idée, Vince pourrait se lancer dans le concept boat. Mais inutile d'aller aussi loin, François va les aider à trouver en faisant chauffer ses vocalises et en poussant la chansonnette. Si je vous dis Brigitte Bardot. Tu me fais pas rêver du tout. François arrive en chantant Brigitte Bardot, mais avec un pull à marinière qui est plutôt breton. Brigitte Bardot, c'est Saint-Tropez, donc j'ai un peu un doute à savoir si c'est un bateau de Brigitte Bardot, un Riva, ou alors le petit baigneur de Monsieur Castagnier avec Louis de Funès. Si je vous dis, enfin, il y a une multitude de personnes qui ont adoré l'engin que j'ai acheté. Il est très lié à la Riviera. Il a une coque en bois ou une coque en polyester? Je la verrais bien en bois. Ouais. Moi, je la verrais même en acajou. Ça pourrait s'envisager. Avec beaucoup de chrome. Voilà. Un pare-brise. Il y a 4 lettres, vous avez compris, ça commence par un R. R, Voilà. ça suivi d'un I, Suivi d'un I, ensuite un V, et d'un V, et puis un A. et un A. Bah, attends, un Riva, c'est juste. C'est mythique. Mhm. C'est le top du bateau pour moi. Il y a tout ce qu'il faut dessus en termes de boiserie, d'accastillage, de mécanique, de sellerie, de D'élégance. petits pare-brise, d'élégance. François a réussi son pari, mettre l'eau à la bouche de ses experts. Reste à ouvrir les portes du container pour découvrir ce Riva. Voilà. On se doutait qu'un Riva ne rentrait pas dans un conteneur, forcément. Mais j'appréhendais un peu sur le fait que le truc il soit complètement en pièces détachées. Bon, au final, il ouvre et puis il y a une maquette
une petite maquette d'un Riva. François tout craché, quoi. Je vous ai dit que j'avais acheté un Riva, mais j'ai pas dit à quelle échelle. Alors, ce bateau est à restaurer, évidemment, vous vous en doutez. Parce que c'est pas moi qui vais vous apprendre que le Riva, c'est le stéréotype du bateau qui a été très à la mode dans les années 60, qui a été oublié souvent, pendant longtemps, dans des fonds de hangars sous la poussière, etc. Et que le Riva est redevenu à la mode ces dernières années. Exactement comme les automobiles que vous connaissez bien. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui, parmi vous, sera envieux de restaurer ce bateau qui est de 1964. Même si le Riva miniature a fait grincer quelques dents, François capte tout de même l'attention de ses camarades pile poil pour commencer le diagnostic. Il est complet, il est dans un hangar, il faut le remonter entièrement. La coque est propre, elle est saine, finir tout ce qui est boiserie, remonter tout l'accastillage. Il y a tout l'intérieur à refaire, la sellerie, une révision mécanique. C'est quoi comme Donc moteur? attends, c'est quoi ton moteur? Alors, C'est un V8, hein? c'est un V8, c'est des bateaux qui utilisent des moteurs que vous connaissez tous. Il faut savoir que sur ces moteurs, c'est des moteurs américains qui sont quand même relativement fiables, mais il y a un peu de travail, et ça, il le cache sous le tapis. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, sur ce genre de bateau, il y a beaucoup de spécialistes. Donc tout ce qui est archives, etc., on a à peu près ce qu'il faut, je ne suis pas très inquiet. Comme ça redevient très à la mode, on en voit un peu partout, surtout dans la région où il est stationné. Il est du côté de Mougins. Ça peut être sympa de passer un petit séjour sur la Riviera. Ça c'est malin, mettre en avant tous les avantages de cette restauration, c'est idéal avant d'attaquer les enchères. 56 000 euros. Ça peut être une base de travail. Franchement, le prix qu'on va annoncer ne sera pas du tout en concordance avec les travaux qu'on va faire. Déjà, il faut partir du principe qu'on va paumer de l'oseille. Donc tu vas perdre de l'argent, mais tu vas quand même me faire une proposition. Je te connais par cœur. Bah oui, évidemment, parce que de toute manière, avec toi, je vais jamais gagner d'argent. Mais 54, allez, 54. Olivier à 54, je connais sa façon de perdre de l'argent, donc je pense que si je dis 50, si je dis 53 500, je devrais encore à peu près m'en sortir. On va pas descendre de 500. 53 900, ça te va mieux? J'en fais une, 52 000. On va attaquer les choses sérieuses. Ah, bien. Ça parle, Bien, mais bien, à bien, un bien, moment, bien. faut se décider. Ça y est, Loïc, le petit nouveau, sort du bois et attaque tambour battant les enchères. Voyons comment vont réagir les troupes. 51 000, monsieur. 50. Non, mais non. On peut dire 49 500. Alors attends, nous on peut dire 49 alors, parce que si 49, on dit 49 voilà. 500, Non mais moi, je vous dis êtes drôle 49. parce qu'il y a 10 Non. minutes. Il y a 10 minutes, oh non, tu comprends, c'est pas pour nous, et tatati, et Qui a dit tatata. ça? Et là, ça descend. Qui a dit ça? Je vais le prendre à 48. 48. Mais non. Très bien. C'est bon, ça me va, moi. Je pense que je vais faire comme toi d'ailleurs. Tu fais comme moi? Ouais. Je vais dire 47. 47. Bon, tu connais mon amour pour les bateaux. Je suis né dedans. 46 500. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, je vais prendre à 46. 46. Qu'est-ce qui me propose une meilleure enchère? Loïc vient de surprendre tout le monde. Les historiques n'en croient pas leurs oreilles. Alors, les enchères auraient-elles basculé? Bon bah donc, pour une première, je pense qu'on peut applaudir Loïc. Bravo Loïc. C'est Loïc, le petit nouveau de la bande, qui remporte le chantier pour 46 000 euros. Ajouté aux 37 000 euros déboursés par François, la facture s'élève donc à 83 000 euros. S'il parvient à revendre le Riva Super Florida pour 105 000 euros, il dégagera un joli bénéfice de 22 000 euros pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour placer le Riva sur roue. La manœuvre est délicate. Une fois la dépose assurée, le canot automobile rejoint l'atelier qui fourmille déjà de bon matin avec Loïc et Eric aux manettes. Ouais, tout a l'air d'être bon. Pour compléter ce duo de choc, un homme arrive à bord d'une Jaguar type E, François Alain. Ça va les amis? Ça va, très bien, merci. Enchanté François. Eric, enchanté. Donc le spécialiste de la mécanique, le spécialiste des bateaux. Des Riva. Je vous cache pas que pour vous, il y a un challenge les gars. C'est la première fois que je fais un bateau. Et vous, c'est votre première fois aussi, avec moi. Mais bon, Donc, rassure-toi un peu. Ta-ta-ta. Eric a 25 ans d'expérience dans le Riva et j'ai 30 ans de sport automobile derrière. 20 ans de Formule 1, GP2, les D'accord. 24 heures du Mans. Oui, donc un petit Donc, je moteur pense qu'un Corvette, petit ça t'inquiète moteur pas. des années 60, ça devrait aller. Est-ce que tout a été bien livré? Je vois que le moteur est là, donc ça c'est déjà une première bonne Oui. nouvelle. Tous les accessoires sont là. Il y a des choses qui ne sont pas exactement comme tu nous avais dit au container. Ouais. Il manque une partie du pare-brise.
Un verre C'est de vrai pare-brise. Un verre de Ça, c'est pare-brise. embêtant. C'est pas une pièce fastoche à trouver. Très compliqué. Exactement. Premier projet avec François et déjà première pétouille que Loïc commence à lister. Il manque 2 éléments dans le bateau quand même. Ouais. Le support d'encre en bois qui vient se mettre dans la cale du bateau. D'accord. Le support de batterie. On a le faisceau. Ah, le faisceau électrique, il est pas là? Si, mais il a son âge, donc il faut le refaire. Ouais. Autre mauvaise nouvelle, le volant. On ne sait pas si on peut le sauver ou s'il faut en racheter un neuf. Et juste pour ton information, le prix d'un volant neuf, c'est un peu plus de 2000 €. Ah ouais, c'est du volant de luxe. Ensuite, on a les compteurs. Ouais. Ils sont en très mauvais état. Ou à reconditionner, ou alors va falloir retrouver des compteurs. Il y a des spécialistes pour les refaire. Avec À un peu voir. de chance, c'est peut-être faisable. Ouais. Ok. Il va falloir contrôler tous les organes de navigation, donc l'hélice, la direction, l'arbre d'hélice pour voir Ouais. qu'il ne soit pas tordu, Bien y sûr. compris l'hélice. Ok. Sinon, le reste des pièces, voilà, va falloir rechromer les pièces avec Ah oui, du sur Riva. un beau Riva, on s'attend à ce que les chromes soient magnifiques. Ouais. Donc, il y a un peu plus de boulot que prévu. Et les gars, s'il n'y a pas de boulot de restauration, moi, j'aurais fait tout seul. Hein. Je commence à réaliser que la reconstruction du bateau ne va pas être si simple que François me l'a dit. Il manque des pièces, pas mal. On a un gros boulot sur le moteur, donc je pense qu'on va avoir un peu de taf. C'est pas gagné d'avance. La priorité pour nos restaurateurs ne sera donc pas la cosmétique du bateau, mais son gros moteur General Motors. Ça, c'est un bon gros V8 américain des Ouais. années 50-60. Mais ces moteurs sont transformés pour devenir des moteurs de bateau. Donc, on dit ils sont marinisés. Ouais. Avant de mettre à l'eau notre superstar des 60s, il faut comprendre comment ça marche. Notre Riva ne s'appelle pas Cano Automobile pour rien. Il possède quelques similitudes avec une voiture. Il suffit de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton poussoir du tableau de bord pour démarrer le bon gros V8 General Motors de 4,6 litres. Pour naviguer, le levier de position doit être actionné sur la marche avant ou arrière. Le moteur peut ainsi entraîner l'arbre de transmission, puis l'hélice pour pouvoir se déplacer. Il faut ensuite pousser la manette des gaz pour accélérer. La direction, c'est comme sur une voiture, il suffit de tourner le volant. Un volant qui, grâce à un système de tringlerie, va entraîner le gouvernail et infléchir une direction au bateau. Lancé sur les eaux, le moteur du bateau monte rapidement en température. Pour le refroidir, pas besoin de liquide de refroidissement. Une pompe à eau aspire l'eau de mer qui est filtrée par l'écope de mer, puis envoyée dans des collecteurs qui entourent le moteur pour le refroidir. Alors, la seule différence avec les canaux de chez Riva à l'origine, qui étaient faits pour les lacs d'eau douce, c'est que là, quand tu es dans la mer, c'est de l'eau salée. Et l'eau salée, c'est pas très copain en général avec les pièces métalliques. Effectivement, ça altère Donc, tout, oui. est-ce que ça pose un problème particulier? Le gros problème de l'eau salée, bon, c'est la corrosion. Et si les parois sont abîmées ou percées, l'eau peut aller dans le moteur, casser le moteur. L'eau va aspirer de l'eau de mer et tu sais très bien ce que ça Ah va ouais, bah faire. oui. D'où l'importance aussi de vérifier ces collecteurs. Ça, c'est une sorte de Régulièrement. pièce maîtresse. Ouais. Tous les Et 4 ans. Voilà, Ouais. généralement, il faut les changer tous les Tous les 4 4 5 ans. ans. ouais. Alors, il y a une chose impérative, c'est de nettoyer déjà le réservoir à carburant et surtout l'éprouver. Oui. Dans une voiture, on sait très bien que si le réservoir fuit, l'essence va aller sur la route, Oui. ce qui est un moindre mal, alors que là, elle va aller dans notre cale. Et là, Oui. c'est beaucoup plus embêtant. Et là, si tu allumes un gros cigare, Il y a risque ça d'explosion. peut mal se finir. En effet, on va éviter que le Riva ne finisse en petit bois pour nourrir le feu de la Saint-Jean. Pour ça, il va falloir se pencher sur ce gros cœur mécanique. Avant d'essayer de remettre en route, on va quand même essayer de regarder si les soupapes Monte et descendre. Ils ne sont pas grippés. Ce serait pas mal. bougent et ne sont pas grippés, tu vois, avec le temps, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Les soupapes permettent l'admission d'air nécessaire à la combustion à l'intérieur du moteur et à l'évacuation des gaz brûlés. Eric va faire une révolution complète pour voir si les soupapes sont vivantes, ce qui a l'air d'être le cas, tu vois, donc les soupapes bougent. Ok, Ouais. bon. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y a a priori aucun cylindre qui est bloqué. Comme elles ne sont pas bloquées, on risque pas de casser quelque Voilà. chose. Il est temps pour Eric de se lancer dans les différents points de contrôle pour tenter un démarrage.
vérification de la tête d'allumage et du niveau d'huile. Bonne nouvelle, jusqu'ici tout va bien, pourvu que ça dure avec la suite des opérations et le démarrage moteur. Pour ça, il y a tout un process en place. Branchement des démarreurs sur une batterie externe, alimentation de la bobine d'allumage et ajout d'essence. Allez Eric, c'est à toi de jouer. Allez, cocotte. Allez. Allez. Ce redémarrage moteur n'est pas une sinécure. Bon, il faut lui laisser une deuxième chance. Loïc rajoute une bonne bolée d'essence et c'est reparti pour un ultime démarrage. Ouais. Bon, ça démarre, enfin, Presque. c'est pas... Ouais. Très clairement, le bon gros V8 n'est pas décidé à hurler dans l'atelier. Pour essayer de trouver une solution, nos 3 experts vont devoir procéder à un autre test. Allez, on va commencer par Ah, les On attaque. compressions. La compression, c'est la capacité de comprimer de l'air dans chacune des chambres de compression. Plus la compression de l'air est optimale, plus les performances moteurs seront bonnes. Si la compression n'est pas bonne, c'est qu'il y a des fuites d'air à l'intérieur du moteur. Du coup, le fonctionnement du moteur ne sera pas optimal. Pour effectuer ce test, Eric démonte une bougie pour installer le compressiomètre qui va mesurer la compression. La compression doit toujours correspondre aux préconisations du constructeur. Et là, pour le coup, ça le fait pas. Ça fait un peu peur, effectivement. Ah ouais, il n'y a plus grand-chose dans le... Non, il a encore envie, mais ouais. le rythme cardiaque n'est Voilà. pas élevé. Il y a des fuites un peu partout. Nos 3 mousquetaires ne baissent pas les bras pour autant et vont tester le second cylindre. C'est pas terrible, hein. Si les 2 premiers cylindres sont complètement en dessous, est-ce que c'est la peine de faire les 8? C'est mort. C'est pas la peine, à mon avis. C'est pas en bon état, ouais. Bon, tout bien, il n'y a pas 50 solutions. Soit effectivement, on part du principe que le moteur est fatigué et qu'on le refait, soit on achète un bloc neuf. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vu les compressions et la manière dont il démarre, c'est sûr que c'est pas stupide de prendre un bloc neuf. Là, le gros avantage d'un moteur General Motors, c'est que c'est dispo et que c'est un prix très raisonnable. On est d'accord, c'est quoi, une livraison de dernière minute ou... Parce que tu sais qu'on doit prendre le bloc aux États-Unis, c'est Oui, pas la porte je à côté. sais, il y a le temps d'acheminement. La livraison, c'est pas pour la semaine prochaine. Je vous mets à D'accord. l'aise, les gars, je vous ferai pas ce coup-là. D'accord. C'est promis. On part là-dessus. On part là-dessus? Ok. On se voit demain matin, quand même, François, parce qu'il y a quand même quelques organes encore à contrôler. Nickel. Moi, comme ça, ce soir, je vais dîner sur la Croisette. Si ce problème moteur a pu contrarier certains estomacs, celui de François, en revanche, est frais et dispo pour découvrir tous les bons petits plats de la région. Deuxième jour de restauration. Nos as de la mécanique sont déjà dans les starting blocks avec le cœur mécanique du Riva qui va être passé au peigne fin. La belle coque de notre star italienne devra attendre encore patiemment son tour pour être restaurée. On enlève le coude d'échappement et le collecteur pour voir à quoi ça ressemble. Allez, ok. Ok. Après le diag catastrophique de la veille sur l'état de santé du moteur, nos experts vont s'attaquer aux organes mécaniques de la marinisation moteur. Alors, le coude d'échappement, ça dit quoi? Bon, pour le coude, rien de spécial. C'est gras, hein, tu as vu? Ah ouais. On va démonter le diffuseur arrière et la plaque intermédiaire. Les bruits de clés résonnent dans tout l'atelier pour la dépose du diffuseur arrière. Le diffuseur arrière permet l'évacuation de l'eau de mer. Et vu la tête d'Eric, ça sent pas très bon. Le passage d'eau, il est tout obturé. Regarde ici. Pareil. Bah là, ça pouvait pas refroidir. Hein. Pendant que nos spécialistes constatent que le diffuseur arrière est en carafe, François débarque au garage à bord d'une Austin Mini Break. Visiblement, la soirée de la veille a été bonne. Ça va pour Eh. toi la vie sur la Côte d'Azur Bah. Une voiture anglaise tous les jours, c'est la Dolce Vita ici. Hein. Bah oui, mais tu vois, le rapport entre un Woody et puis les bateaux, Ouais. c'est ce qu'il En fallait. fait, tu nous as ramené du bois pour le bateau. Non, alors vous n'allez pas démonter ma voiture pour reconstruire le Riva, les gars. Je vous le dis tout de suite, Méfie-toi, on ça, est c'est capable net, de le hein. faire. hein. Je pense que nous, c'est plutôt la Dolce Vita sur la French Riviera, belles sur la Italiennes. Côte d'Azur, ouais, les belles italiennes qui iraient plutôt avec le bateau que de se promener en mini, quoi. C'est clair que les deux entrées en matière de François ont fait shit. Allez messieurs, faut revenir aux choses sérieuses. Nous, de notre côté, on n'est pas au top. Hein. Ces pièces qui sont pour la marinisation du moteur, voilà, regarde ce qu'il y a dedans. Ah Les oui. diffuseurs sont en bronze, donc ça, c'est inaltérable.
Par contre, les collecteurs sont en fonte. Ouais. La fonte se délamine par plaque. Donc là, il faut impérativement les changer, c'est la vie du moteur. D'accord. Si effectivement la fonte, et je comprends très bien, est pas forcément très copine avec l'eau de mer salée, est-ce qu'il n'y avait pas un autre métal qui aurait été judicieux pour faire ce type d'échappement? Riva avait déjà prévu une parade, en fait. Ouais. Tu avais en option, si tu voulais, des collecteurs en bronze aussi. Je te laisse imaginer le coût pour l'époque, déjà, parce que la pièce devait faire plus d'une trentaine de kilos. Bah déjà, donc, et puis c'est sûr que le bronze, c'est pas le même prix. Très mais bon. peu de Riva étaient équipés avec Ouais. cette option. Donc c'est pour ça que ces collecteurs, tous les 4-5 ans, il faut pas tergiverser, il faut les remplacer directement. Ouais, tous les 4-5 ans. Ah oui, bien sûr, c'est la vie du moteur, ça. Quand on va commander le nouveau bloc, tu imagines bien, on n'aura pas les collecteurs. Donc il faudra débourser encore aux alentours de collecteurs, plaques diffuseurs, aux alentours de 3 000 euros. Ah ouais, c'est quasiment le prix du bloc moteur. Oui, tout à fait. Oui. Ah ouais, quand même. Même si le moteur sera changé, Eric tient à montrer à notre expert ce que le sel de mer peut provoquer sur les différents organes mécaniques. Pour ça, il dépose à l'unisson le collecteur droit. Ah ouais, ça pèse un peu, ouais. Voilà. François peut maintenant sortir sa lampe torche et jouer les archéologues pour constater l'étendue des dégâts. Les petits cristaux là qu'on sent sur le côté, c'est quoi? C'est ambiance grotte de sel C'est des petites perles de sel, voilà. La fonte rejette du sel, en fait. Bon, ouais, donc effectivement, le bilan, il est... Contre l'eau de mer, on peut pas lutter. Ouais. Maintenant, on va regarder du côté de l'inverseur. Ouais. C'est une boîte de vitesse, en fait, avec une seule marche avant, une marche arrière et un autre. Ouais. On va la démonter du moteur et puis regarder si les disques, etc. sont abîmés. L'inverseur dont parle Loïc, c'est l'équivalent d'une boîte de vitesse pour une voiture. C'est un élément essentiel au bon fonctionnement d'un bateau. Pour le démontage, nos experts font chauffer les poignets et les biceps. Allez, voilà. Oui, ça pèse un peu son poids. C'est une drôle de gueule, on dirait comme un disque d'embrayage, mais c'est pas tout à fait... Alors non, c'est pas un disque d'embrayage, hein. Ça s'appelle un coupling. Le coupling, il sert en fait à te limiter la coût, en fait, quand tu vas passer ta marche avant, ton point mort, ta marche arrière, ça sert d'amortisseur. Ça, par contre, ça a l'air pas trop mal. Non, je pense pas, parce que regarde, tu vois, quand on a enlevé, j'ai vu les ressorts qui commençaient à bouger. Ces ressorts, ils doivent pas bouger. Ils doivent être vraiment comprimés dans leur logement. Et s'ils bougent dans leur logement, ils risquent de sortir. Et alors là, après, c'est la Saint-Barthélemy là-dedans. Bref, c'est que des bonnes nouvelles, les gars, avec vous ce matin. Là, là, ça va, ça reste dans une somme, on va dire... J'aurais mieux fait de rester couché avec le café et les croissants. Hein. C'est clair que pour notre première restauration nautique, c'est guigne sur guigne pour François. Voyons maintenant ce qui est sauvable ou pas sur ce moteur. Donc, si j'ai bien compris, si on commande un bloc neuf, ça va s'arrêter ici. Tout à fait. Et toute la partie qu'il y a derrière. Et ce carter intérieur, on va le conserver. Non, on est bien d'accord. Ce qu'on va remplacer, bien sûr, c'est le coupling. Bon, ça vaut pas bien cher, je pense. Non, ça vaut à peu près une centaine d'euros. D'accord. Voilà. Ok. On va prendre l'inverseur, on va le mettre sur la servante pour le regarder et l'ouvrir. Nos trois experts ressoulèvent un peu de fonte pour poser l'inverseur sur l'établi. Puis, à l'aide d'une raclette, ils enlèvent les vieux joints. Voilà. Nickel. Ça y est, le champ est libre pour l'ouverture de l'inverseur. Ah bah déjà, tu vois, il manque la clavette là. Donc, il aurait pas pu naviguer le bateau, tu vois. Cette clavette, en fait, elle sert à faire l'accouplement entre cet arbre et cette pièce ici. Oui. À casser ou sauter. Donc tu n'as plus de continuité entre oui, donc ça tourne dans le vide. Ça tourne dans le vide. Attends. Et oui, on la voit, elle est au fond. La clavette baigne dans le fond de l'inverseur. Et voilà. Et voilà. Donc elle s'est cassée, elle est tombée au fond, et donc du coup, bah évidemment, par définition, voilà. Sur les Riva, en fait, on a une manette d'accélérateur pour les gaz et on a une manette d'inversion de marche. Je suppose que pendant une manœuvre, ils ont été un petit peu généreux avec la manette de gaz et ils ont embrayé, ou en marche avant ou en marche arrière. Ça a été trop violent et crac. L'ancien propriétaire y est allé comme un barbare avec l'inverseur. Et la suite du diag ne va pas corriger le tir, bien au contraire. Ces marques qui sont ici, là, à côté de la clavette, là, enfin du trou de la clavette tout du moins. Donc ça, c'est vraiment des traces d'usure et de friction qui sont pas normales du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement dû avoir un manque d'huile. Un coup de chauffe. Ouais, sûrement. Et si tu veux, tu as deux roulements en fait pour guider ce train de roulement. Et en fait, ces deux roulements doivent être usés. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ça joue. Ça joue. Donc ça chauffe. Donc ça chauffe. Donc là, il va falloir refaire tout le kit. Donc dans le kit, bien sûr, tu as tout dedans. Tu as les disques, les roulements, les joints. Mais bon, une révision, boîte de vitesse. Décidément, plus on avance dans la restauration moteur et plus le ciel s'assombrit. C'est dans un silence de plomb que nos trois experts démontent les entrailles de l'inverseur avec la dépose de l'écrou central, l'ouverture de la flasque arrière. Voilà. Hop là. Super.
de la clavette et du carter. D'accord. Ok. Et donc là, tu vois, on a tous nos disques. Eh oui. Donc tu vois, la garniture se fait sur ces disques-là, François. Donc là, il n'y a plus de garniture, plus de matière. Ouais. Tu vas pouvoir embrayer, mais le bateau n'avancera plus. Enfin, l'hélice ne tournera plus, donc le bateau n'avancera plus. Et donc le budget pour ça, c'est combien? À peu près 700 euros. À peu près 700 euros le kit. D'accord. La liste des périphériques moteurs HS commence sérieusement à grignoter le budget de François. Et le déroulé du jour est loin d'être terminé. Maintenant, on va aller contrôler les organes de propulsion pour voir aussi s'ils sont en bon état ou si on a quelque chose à refaire. On est parti. Nos 3 experts enchaînent avec la vérification des éléments mécaniques vitaux de navigation pour le bon fonctionnement du Riva. Donc on va faire un contrôle sur l'arbre d'hélice pour être sûr qu'il ne soit pas faussé, tordu, pour éviter d'avoir des vibrations dans le bateau. On va faire un contrôle assez simple avec un comparateur. D'accord. Loïc va nous faire tourner l'arbre. Avant qu'il fasse tourner, je vais faire un petit repère au feutre. Voilà, sur l'arbre. Pour qu'on sache quand est-ce qu'on a fait un tour complet. Voilà, tout à fait. D'accord. On va s'occuper de regarder, nous, l'aiguille du comparateur. On a une aiguille qui est l'aiguille mère, ce qu'on appelle, qui ne bouge pas. Ouais. Et on a l'aiguille de derrière qui va bouger. Ouais. Espérons qu'elle bouge pas trop. Oui, c'est ça. Sinon, si elle bouge peu, c'est bon signe. Si elle bouge beaucoup, c'est mauvais signe. Loïc va commencer à tourner. On va regarder donc un tour d'aiguille, un tour complet du cadran, c'est 1 mm. Là, ce serait très grave. Il y a une variation, mais qui a l'air importante sur le cadran, mais qui en fait n'est pas importante dans Et on a fait un tour déjà là. Donc D'accord. on a même pas un dixième. Ouais, donc un dixième, c'est rien. Eric vérifie ensuite si l'hélice n'est pas voilée. Et pour ça, il va sortir un outil fait maison. C'est un contrôleur que mon papa a fabriqué à l'époque. Ah ouais. Imagine bien, tu vois. D'accord. Tu vois, on a une pige là, avec une pointe qui vient presque en bout de pale. Ce qui va nous permettre, on va la faire tourner. Vérifier l'alignement. Vérifier la hauteur des 3 pales. Oui, déjà. S'il n'y en a pas une qui est tordue en fait. Oui, en plus. Donc tu vois, on est à peu près à 1000 là. Ouais. Donc on vient sur celle-là. Ouais, bah pareil. On est sensiblement pareil. Bien. Et là, là aussi. Donc on est bon. Elle n'est pas voilée, elle n'est pas tordue. Arbre et hélice checkés. Place maintenant au contrôle de la chaise. C'est le support qui tient l'arbre de transmission. Le guidage de l'arbre se fait en fait par une bague hydrolube, ce qu'on appelle. C'est une bague en caoutchouc. Ouais. Et dans ce caoutchouc, on a des rainures à l'intérieur. Alors hydrolube, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'eau qui passe dans les rayures et qui nous lubrifie le caoutchouc pour pas qu'il brûle. Ces bagues hydrolube, on les remplace d'office. Oui, c'est considéré comme des pièces d'usure. Donc la chaise, si tu veux, elle est positionnée ici. Ouais. La contre-plaque des tambours qui se trouve, elle, sous la coque, toujours immergée de ce côté-là. Dedans aussi, bague hydrolube d'un côté, bague hydrolube de l'autre, ce qui nous sert vraiment à guider l'arbre. Et là, on est à l'intérieur de la coque. Voilà. Là, on ne parle plus de guidage, là, on parle d'étanchéité. Donc l'étanchéité se fait grâce à cette pièce qui s'appelle le presse-étoupe. Parce que quand on serre cette pièce contre l'autre, on nous presse l'étoupe. Ça sert d'étanchéité pour éviter que l'eau rentre dans le bateau par cet endroit-là. L'étoupe est composée d'anneaux en lin avec une matière graisseuse. Et vu leur état de santé, l'étanchéité ne se fera plus. Va falloir les changer. Même combat pour le presse-étoupe du gouvernail, qui lui aussi est HS. Vient ensuite le contrôle de l'écope qui se trouve sous la coque du Riva. Elle permet d'aspirer l'eau de mer. Son rôle est crucial pour la survie du moteur. Tu vois la différence, on a une pièce neuve, mais également elle a une meilleure entrée, etc. Donc dans tous les cas, ça, on néglige pas, on change. Et... Ouais, c'est clair. Si le contrôle des organes de navigation arrive à son terme, Loïc a gardé le meilleur pour la fin. Vérifier un élément important pour la sécurité du Riva, la sirène. Pour ça, il la branche sur une batterie et propose à François de la tester. Avec le son de la sirène, François se voit déjà à la barre de son Riva, cheveux au vent. Avant de se projeter dans l'avenir, l'heure est au bilan pour nos 3 experts. On va pouvoir démonter cette fameuse sirène, démonter tous les petits morceaux pour emmener les pièces chez le chromeur, parce que tu sais qu'il y a quand même un paquet de pièces à chromer. Il y a un petit délai quand même pour faire ces pièces. C'est incompressible, on peut pas aller plus vite. Alors François, tu as de la chance, il y a eu un désistement. C'est vrai? On a un créneau pour emmener les pièces. Cool, parce que justement ça m'arrange, parce qu'en fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai peut-être un acheteur. Ah. Sauf qu'évidemment, c'est pour le mois d'avril. C'est jouable avril? Non, début mai, mais tu sais aussi que le bateau, c'est pas la course automobile. Hein. Loïc a raison, la restauration d'un Riva, c'est un monde à part. Pour accélérer le pas, Eric va regrouper toutes les pièces pour le chromage. Plus de 150 pièces chromées embellissent notre Riva. C'est juste incroyable. Quant à notre expert, il aura la lourde charge de les récupérer.
3e jour de travaux. Pour gagner un maximum de temps, François est déjà en place chez le chromeur. Dominique, Jérôme et Amandine composent cette petite entreprise familiale créée en 1957. Une vraie référence dans le milieu. Si notre expert a de quoi être rassuré avec toutes ces forces vives autour de lui, il ne peut s'empêcher de partager son stress. Là, le Riva, je suis dans le pétrin. Il doit être mis à l'eau au mois d'avril. C'est super cool que vous m'ayez accueilli. Puis en plus, le fait que vous bossiez en famille, moi, je trouve ça canon, quoi. On essaye de faire au maximum, mais il faut savoir que les pièces, elles sont vraiment très très abîmées. Parce que le bateau est très vieux, il est rongé par le sel. Mais après, il faut savoir que sur un Riva, il y a au moins une centaine, 200 je sais bien qu'il y a beaucoup de pièces. La pièce, elle n'est pas trempée, sortie, chromée. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il y a beaucoup de taf à faire. C'est une pièce comme ça, il faut compter à peu près 3 heures de boulot dessus, du début à la fin. L'expert met direct François au parfum. Chromer les nombreuses pièces du Riva va prendre du temps, même si tout a été déjà bien programmé. Déjà, François, on a déjà reçu les pièces que tu nous as envoyées, on a déjà bien avancé dessus. Bon, alors Dominique, la première étape, c'est quoi? Alors, pour chromer une pièce, la première étape, c'est de la décaper. Donc, en fait, en clair, on retire d'abord le chrome. On retire le chrome. Déjà. On remet le métal complètement à nu. Et donc, tu te trempes là-dedans, c'est quoi ça? Je le trempe là-dedans, c'est un bain d'acide sulfurique électrolytique. Et ça, c'est courant inversé. Et ça va enlever le chrome de sur la pièce. Voilà, on va retrouver le laiton sous la pièce. Après cette explication claire, Dominique trempe la pièce dans ce bain de jouvence sous le regard émerveillé de François. Et donc, ça va tremper combien de temps? Ça dépend le chrome qu'il y a dessus. Ah oui. Alors ça peut mettre 5 minutes, comme ça peut mettre une demi-heure. Et comment tu le sais? On regarde, tu le ressors et tu vois si ça... On sent effectivement, on voit les bulles et les machins, que ça bouge, quoi. Ah ouais. Ça, c'est l'électrolyse qui se fait. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ah ouais, c'est en train de changer de couleur. Ah ouais, là, on voit carrément le... là, on commence à voir le cuivre qu'il y a dessous. D'accord. On va pas passer 10 ans là-dessus. J'ai préparé quelques pièces, comme ça, je vais te montrer les différentes étapes à faire. Génial. La petite entreprise familiale a pris les devants en travaillant quelques pièces avant l'arrivée de François. Pour l'étape suivante, changement de décor et d'artisan avec Stéphane, le génie du polissage. Voilà, alors là, je te présente Stéphane. Salut Stéphane, enchanté. Avant d'entrer en action, rien de tel qu'une bonne explication de l'atelière, histoire de bien saisir l'importance de cette étape. Pour pouvoir la passer au bain, il faut que le métal il soit lisse. Voilà, il va la polir pour qu'elle soit le plus lisse possible pour pouvoir la mettre au bain. Généralement, quand c'est du laiton ou du cuivre, on va commencer par du 220. D'accord. 220 graissé, 320, 320 graissé. Et après, un coup de polissage avec une pâte à brosser et un coup de ravivage. D'accord. Pour à la fin, on va finir par ça. Quand tu dis des 220, des 320, plus le numéro est important, plus le grain est fin. C'est ça. Il y en a à peu près pour une demi-heure, 3/4 d'heure à la fin. Ah ouais, c'est du temps, hein. Donc je te propose de passer à l'étape suivante. François est un véritable privilégié. Il assiste à toutes les étapes de chromage sans attendre des heures et des heures que les pièces soient prêtes. Pour la suite, c'est Amandine, la jeune padawan de la famille, qui prend le relais avec le dégraissage. Ça va servir à enlever toute la graisse et la pâte à polir qui est sur la pièce. D'accord. Pour que la matière adhère sur cette pièce. Ok, on te laisse faire alors. Donc là, on laisse la pièce tremper 4-5 minutes un peu d'eau, Voilà. Le dégraissage de la pièce se fait dans un bain d'eau chaude avec du savon. Une fois la pièce dégraissée, Amandine sort son pinceau pour enlever toutes les impuretés et la rince dans de l'eau. À partir de maintenant, on ne peut plus la toucher à la main. D'accord. Parce que si on va laisser... On va remettre du gras. Voilà, exactement. Parce que maintenant, on va la passer dans un dégraissant électrolytique. D'accord. Il s'agit d'un bain chimique à ultrasons qui envoie de l'électricité pour supprimer les moindres petits résidus. Vient ensuite un rinçage à l'eau claire. Amandine rejoint les troupes pour la suite du process. Ça, c'est le bain de cuivre. D'accord. Donc, c'est à base de cyanure. Ah, carrément, ouais. Et les petites boules, là, c'est la pêche au canard, là? Non. Ça, c'est pour l'évaporation des bains, pour les vapeurs d'acide. Donc, comme ça, ça maintient les vapeurs d'acide, ça évite que ça... D'accord. Je suis obligé de la cuivrer. Parce que il y a du sel marin dedans. Si je ne cuivre pas, le sel va recracher et le chrome ne tiendra pas dans le temps. Donc ça dure combien de temps à peu près? Il dépend les pièces. D'accord. Une pièce comme ça, c'est 1 heure. Ah ouais. Donc, mais c'est un métier où il faut apprendre la patience. Exactement.
Pour assurer un bon chromage, Jérôme trempe la pièce dans le bain de cuivre. Et en l'espace de quelques instants, l'effet est déjà visible. Ah ouais, en 3 secondes. Donc là, c'est une fine couche. Hein. Ah ouais, voilà. ouais. Donc moi, pour qu'il y ait de l'épaisseur, ben, c'est le temps qui me détermine l'épaisseur. C'est pour pouvoir, nous, ensuite, sur ce genre de pièce, de bien la travailler. C'est-à-dire qu'on pourra forcer au polissage sans enlever la couche de cuivre qu'on a dessus. J'ai compris. Et elle va devenir comme ça. Alors à cet aspect-là, voilà. Au final. Bon, ben maintenant, on va passer à la prochaine étape avec cette pièce. Ok, moi je vous suis, on y va. Donc, allez, c'est parti. On est sur le bain de nickel maintenant. D'accord. C'est l'avant-dernière étape avant le chromage. C'est ce bain qui va servir à changer de couleur la pièce. Qui va devenir style argenté, on va dire. D'accord. Donc le nickel, il sert pour la dureté, pour la brillance. Et justement, ça évite la corrosion des pièces. D'accord. Plus les pièces sont restées longtemps dans le bain, mieux c'est. Ok. Donc maintenant, on la plonge la même chose que le cuivre, mais au nickel. On va la laisser. 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais, ok. Là, j'ai mis une des pièces principales du bateau. Ouais. Donc c'est le nez de proue. Ah, carrément. Ouais. Ça fait déjà 1h30 qu'il fait trempette. Ouais. Donc là, je vais l'enlever et je vais pouvoir te montrer le chromage, la dernière opération. D'accord. Pour la bleuter, on va dire ça, c'est la couleur. Ouais. Mais c'est surtout pour pas que le nickel ternisse. C'est comme un vernis. D'accord. Ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Ah bah écoute, génial. Pour que François en prenne plein les mirettes, notre expert sort la pièce qui a baigné dans le nickel. Yeah, magnifique. Voilà. Ah, c'est beau. Tu as la brillance, tu as la dureté. Ah, puis ça, c'est vraiment une belle pièce. C'est la pièce qui est à la proue du bateau. C'est la pièce de l'avant du bateau, quoi. Jérôme attaque la dernière ligne droite du chromage sous les yeux ébahis de François. Pour ça, il trempe la pièce dans l'eau de rinçage, puis dans le bain de chromage. Ça y est, François, on est sur la fin. Ta pièce est chromée. Yeah. Voilà. Ah ouais, ça sort carrément. Ouais. Elle sort jaune. Ah, c'est drôle ça. Maintenant, je vais la rincer. La rincer. Tu vas observer. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est un beau travail à l'ancienne comme on aime. Donc une fois que tu as tout fini, vous me préparez tout et je vous envoie toutes les pièces. Bah, j'attends avec grande impatience les pièces et je vais retourner pour le rivage. Je pense qu'on a encore nous aussi un peu de boulot de l'autre côté. Une chose est sûre. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Avec 150 pièces à chromer, François ne risque pas de recevoir le colis d'aussitôt. Le travail est juste titanesque. « 45e jour de travaux. François a décidé cette fois-ci d'en mettre plein les yeux à la Team Loïc. C'est à bord d'une belle voiture italienne de collection qu'il débarque, une LMX 2300 équipée d'un moteur Ford Tonus V6 de 2,3 litres. Un joyau de l'automobile rare, seulement 33 exemplaires produits pour ce petit constructeur. De quoi mettre en appétit nos experts. Déjà, tu nous fais plaisir parce que c'est déjà digne plus des bateaux italiens. C'est une voiture italienne. Comme nous, voiture italienne avec moteur américain. Exactement, c'est comme le Riva, c'est pareil. François, on a une bonne surprise. Ouais. On a reçu le bloc moteur. Ah bah quand même. Viens voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement. On a aussi une surprise. Ouais. Ah ouais, ah bah très bien, bravo. On a reçu des compteurs. Les compteurs. On s'est retrouvé. Les batteries. Les interrupteurs quasi d'origine. Ouais, c'est super pièce. C'est très beau. Hein. Ça, très important. Ouais. L'identité du bateau. Les vrais logos Riva. Les vrais logos Riva. Bac à batterie d'occasion et le bac d'encre. Des pièces d'origine qu'on peut restaurer parce que elles sont quand même en assez bon état. Quand je montre à François toutes les pièces qu'on a reçues, les compteurs réparés, rechromés, les pièces, il est content, mais bon, on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est la mécanique ou le moteur. Bon. Ce qui le branche, en fait, c'est que le bloc arrive des États-Unis. C'est ça qui l'émoustille un petit peu. La grosse mécanique, la grosse cavalerie. Voilà, la grosse cavalerie du François. Donc là encore sur le bloc, maintenant il faut tout réassembler. Enfin, j'ai vu que vous avez déjà commencé. On a commencé à remonter les éléments de l'ancien moteur. Donc on avait le bloc, on a remis les plaques avant, on a remis le V central, des collecteurs, bombe à huile, tout. C'est top. L'inverseur est reconnecté. Ouais. On a récupéré les caches culbuteurs. Donc on va finir de réassembler ce moteur avec les pièces dont on avait parlé, les fameux collecteurs, donc également l'alternateur qui va remplacer la dynamo qui était d'origine, mais
Tu sais bien, en mer, si on a une très bonne recharge, on peut redémarrer plus facilement, etc. Ouais. Donc en fait, on a tous les éléments pour finir de remonter ce moteur et ensuite essayer de faire craquer. On a besoin d'un coup de main pour prendre le collecteur qui reste à monter. Cette pépette est assez lourde. Pendant que nos deux experts soulèvent le collecteur, François installe la boulonnerie. Vient ensuite l'installation. Ah, t'es bon? Vas-y. Et la pause. Voilà. Moi, je vais finir de remonter les accessoires moteurs pour le mettre en route tout à l'heure. Et je vous propose, avec Eric, d'aller du côté cabine de vernissage pour s'occuper du ponçage et du vernis de la coque. T'es sérieux? Ça n'a pas été fait? La mise à l'eau, c'est en mai de cette année, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de ta contribution. Bah, on y va tout de suite. Allez, non, mais attends. Va avec Eric. Ça, c'est du François dans le texte. Le chantier n'avance pas assez à son goût. Il commence à s'agacer du manque d'énergie délivré par ses troupes. Ah ouais, d'accord. Vous êtes les rois de la blague tous les deux. Ah non, vous avez vachement avancé déjà. Là, je suis rassuré. C'est un énorme ouf de soulagement que pousse François. Son rythme cardiaque revient à la normale en découvrant la belle robe du Riva. C'est clair que cette coque, c'est la classe à Dallas. Il a fallu des heures et des heures de ponçage et de mise en vernis pour qu'une bonne partie de la coque soit aussi resplendissante. Il reste quoi en fait maintenant? En haut, il reste 8 couches à faire. Ouais. Et après, il nous reste une vingtaine de couches sur la partie bordée. Parce qu'au total, on met combien de couches? En moyenne, entre 20 et 25 couches de vernis. À savoir qu'on a les 3 dernières couches qui se font avec un vernis de finition. Ah d'accord. Et après, on a du lustrage aussi après. On a encore un petit ponçage avec une granulométrie très fine. Très fine. Et un lustrage complet de tout le bateau. La vache. Si restaurer la coque du Riva n'est pas une sinécure, François va encore plus réaliser le travail que ça représente en allant en cabine de ponçage. C'est presque dommage que vous ayez été aussi vite parce que moi, je me serais bien fait une petite séance ponçage, vernissage. Non mais c'est prévu, je t'ai prévu un atelier là pour te mettre un petit peu dans le bain là, tu vois. Ben voilà. Pour cet atelier ponçage, notre expert enfile sa combinaison de lumière et ouvre bien grand ses oreilles pour écouter les premières consignes avant d'attaquer le capot moteur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égrener le bois. D'accord. Avec un papier, avec une granulométrie assez fine, tu vois, 1000. Ouais. Avant que François entre en action pour le ponçage, Eric pose le masquage d'un seul trait, d'un seul geste. Ok. Parfait. Maintenant, c'est toi qui vas œuvrer. Ok. Toujours dans le sens du veinage du bois. Parce que sinon, tu vas faire des traits dans l'autre sens. Et alors là, ça va se voir comme on est au milieu de la figure, comme on dit. C'est parti pour une session ponçage. Voilà. Toutes les aspérités sont ensuite enlevées à l'aide d'un souffleur et de lingettes imbibées de cire permettant de retirer toutes les poussières. Alors, prochaine étape, la teinte, François. Très bien. On va utiliser de la pasta Mogano. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la pâte d'acajou, en fait. La pâte d'acajou. Ok. Et c'est ça, une fois mélangé avec notre durcisseur et notre diluant, qu'on va appliquer. Ça va être ça notre teinte, en fait. Pour la fabrication de la teinte, Eric se transforme en peintre concepteur. Sa formule d'exception demande un process bien précis. Il va diluer la pâte et mélanger le tout pour obtenir 100 ml. Reste à comparer son coloris avec celui de la teinte du Riva. Là, tu vois, on est vraiment trop chocolat. D'accord. Pour obtenir la teinte parfaite, Eric rajoute 2 gouttes de colorant noir. Mélange le tout et repart vers la coque pour une nouvelle comparaison. On est bien plus foncé déjà. Hein. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, je suis d'accord. Teinte validée. Reste à Eric à intégrer un durcisseur pour catalyser le produit. Ah oui, donc déjà, ça y est, ça redevient un peu plus compact. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas appliquer la teinte en partant de l'angle du capot et en allant d'une seule traite jusqu'à l'autre angle. D'accord. Sinon, ça risque de faire des ombrages, en fait. Ça marche. Voilà. Notre apprenti prend le pinceau sous le regard de son mentor. Et il n'y a pas à dire, son coup de poignet est efficace et limpide. Magnifique, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, dis-moi. Tu vois, c'est super. François termine toute la surface sans encombre et avec toujours la même application. Donc là, maintenant qu'on a appliqué la teinte
Bien entendu, il y a un temps de séchage à peu près de 24 heures. On va régrainer avec notre papier qu'on a utilisé déjà ce matin. Dépoussiérer, bien sûr. Et puis, on va appliquer notre vernis. Bon, et entre chaque couche de vernis, tu mets quoi, 20 minutes? En fait, on essaye de passer 3-4 couches d'affilée, en fait. D'accord. Voilà. Et après, un petit ponçage fin. Et on repasse le lendemain 3-4 couches de vernis. D'accord, ah oui, donc c'est étalé sur plusieurs jours. C'est étalé sur plusieurs jours. Bon, allez, maintenant, on va aller voir Loïc s'il a terminé le moteur. Comme ça, on va essayer de le mettre en route. À peine le temps de savourer cette petite initiation que nos deux experts rejoignent Loïc, qui a installé tout le matos pour faire rugir ce gros V8 flambant neuf. Je viens de raccorder un bidon d'essence sur le filtre pour alimenter le moteur en essence. Je viens de mettre de l'eau dans un seau avec les tuyaux de la pompe à eau dans le seau pour simuler l'aspiration d'eau de mer. Sinon, on ne sait pas si la pompe à eau va fonctionner une fois dans le bateau. Pour simuler aussi les sorties d'échappement, parce que va sortir de l'eau de ces fameux collecteurs. On va mettre du rite en silicone pour sortir l'eau vers l'extérieur, comme sur le bateau. Comme ce sera sur le bateau en définitive. L'eau sort à l'arrière du bateau. Avec cette préparation aux petits oignons, le moteur ne devrait pas cette fois-ci souffrir d'un manque de compression. Allez messieurs, on ferme les bouches et on ouvre bien grand ses oreilles. Le moteur démarre au quart de tour, de quoi mettre en joie nos trois as de la restauration. Mais l'euphorie est de courte durée. François va jouer le maître d'œuvre, histoire de ne pas prendre de retard. T'as plus qu'à faire tous tes petits réglages, affiner, machin, etc. Et nous, est-ce qu'il y a encore d'autres pièces à atteindre? Une petite trentaine. Eh ben on y va, allez, on se dépêche. Allez, salut, à tout à l'heure. C'est au pas de course que nos trois experts vont terminer leurs tâches respectives. Y a pas à dire, François mène ses troupes au doigt et à l'œil. 105e jour de travaux. La mission pour Loïc et Eric, mettre en place les organes de navigation dans le bateau. Mais avant cette opération délicate, décapage des pièces avec une microbilleuse. Cette machine va nettoyer et décaper les pièces grâce à un abrasif constitué de billes. Pendant ce temps-là, Loïc va lui aussi décaper l'intérieur du réservoir XXL du Riva pour éliminer toutes les impuretés qui pourraient s'infiltrer et endommager le moteur. Pour ça, il utilise un nettoyeur haute pression. David, tu peux me donner un coup de main? Après cette grosse opération nettoyage de printemps, Eric tient à tenir informé le grand absent du jour de l'avancée des travaux. J'ai fini de microbiller les pièces, tu vois, donc c'est propre, hein, regarde, hein, tu vois. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va insérer la bague hydraulique dans la chaise à l'aide de la presse hydraulique. Et la plus courte, on va l'insérer dans la contreplaque des tambours. Pour rappel, tous ces éléments servent à maintenir l'arbre d'hélice du bateau. L'arbre d'hélice permet de transmettre la puissance du moteur à l'hélice. Pour installer la bague Hydrolube, Loïc revient aux affaires pour prêter main forte. Pour ça, nos deux experts placent la bague dans la chaise avec la presse. Donc tu vois François, donc on est bien à fleur, aussi bien ce côté que l'autre côté. Maintenant, on va faire la même opération sur la contreplaque des tambours. Notre duo de choc enchaîne avec la pose de la bague dans la plaque des tambours. Là, François, maintenant, on va passer tout au dégraissage. On va mettre un petit coup d'après sur les pièces. Vient ensuite le dégraissage, la couche d'après et la peinture de finition. Notre duo de choc embraye avec la pose de la chaise avec sa bague flambant neuve. Ça m'a l'air pas trop mal, ouais. Puis c'est au tour de l'arbre d'hélice d'être fixé sur la chaise. Vas-y, droite-gauche, droite-gauche. Et pour finir, pose de la contreplaque des tambours. Alors François, on va s'occuper d'une pièce importante. Je sais que ça te tenait à cœur et c'est la sécurité à bord du bateau. C'est la partie remplacement de l'étoupe. Rappelez-vous, si Eric change l'intérieur du presse-étoupe, c'est que Dame Nature s'était sacrément lâchée. Heureusement pour François, le presse-étoupe, c'est la spécialité de notre expert. Donc l'étoupe se loge dans le presse-étoupe. C'est ce qui nous permet d'avoir une étanchéité autour de l'arbre entre la partie émergée et immergée. On va changer les anneaux avec cette nouvelle tresse de presse-étoupe qui est du chanvre en fait avec du suif par-dessus. Pour refaire l'intérieur du presse-étoupe, Eric gratte pour enlever les dernières aspérités.
puis coupe des morceaux de chanvre avec une inclinaison de 45 degrés pour permettre une bonne étanchéité. Et les place à l'intérieur de la pièce. C'est bon. Bon François, c'est encore nous, on t'a pas vu de la journée. Pendant ce temps-là, on avance. Hein. Eric va mettre l'arbre d'hélice maintenant. Le presse-étoupe, dont on a parlé tout à l'heure. Du rite de presse-étoupe. Donc là, on va insérer la ligne d'arbre, tu vois François, dans la plaque des tombeaux. Donc elle va être guidée dans la chaise en bas. On va rentrer notre durite. Voilà. Et on va venir positionner nos colliers. Et pourquoi 4 colliers sur un petit bout de tuyau comme ça? C'est par règle de sécurité pour la navigation. Tu vois François, là on va le contraindre, ce qui va nous comprimer tous les morceaux d'étoupe qu'on a mis auparavant à l'intérieur. C'est ça qui va nous faire l'étanchéité entre la partie émergée et la partie immergée du bateau. S'il n'y a pas d'étanchéité à ce niveau-là, eh ben, le bateau coule. Donc une fois qu'il va être à l'eau, on agira sur cet écrou, tu vois, et après on viendra serrer le contre-écrou. Le montage du système de navigation du Riva prend forme. Et pour finaliser ce gros focus, Eric place l'hélice. Ah, notre ami François. Bonjour François. La vie est belle sur la Côte d'Azur. Hein. Les palmiers, le sel bœuf, le cocktail. Là, je suis en train de chercher un endroit pour la mise à l'eau du Riva. Ah. J'espère que ça va bientôt fini. Oui. Bah écoute, ça aurait été plus vite si tu venais, mais bon. Pour éviter de perdre du temps, nos experts conseillent à François de bien visionner les vidéos pour voir ce qui a été accompli durant la journée. Et avant de raccrocher, rien de tel qu'une bonne piqûre de rappel. Voilà, on t'attend demain, hein, sinon. Hein. Première heure, hein, s'il te plaît. Hein. Ah, il faut que je vienne demain? Oui, première heure. Hein. Ça pas comme aujourd'hui. Hein. On a besoin de main d'œuvre. Bon, alors, je finis ce que j'ai commencé, puis je vous retrouve demain, les gars. À demain. Que François en profite bien en sirotant son cocktail, car s'il veut que son Riva soit terminé à temps, il faut vite qu'il ramène sa bouille demain matin à la première heure. Le lendemain matin, François arrive au volant d'un véhicule d'une grande rareté, une barquette Bandini. De quoi marquer les esprits de Loïc et Eric qui n'en croient pas leurs yeux. Hey, vous savez ce que c'est ça? Une Bandini, une petite barquette italienne des années 50, et c'est l'ancêtre des Formule 3 tout simplement. Mais sinon, tes vacances sur la French Riviera, donc c'était parfait alors. Je n'étais pas en vacances, les gars. Mais non, tout, hey, ouais. Ça s'appelle de la prospection. Et pour justifier sa fameuse prospection, François dégaine son téléphone pour partager les petits spots qu'il a repérés pour la livraison du Riva à son potentiel acheteur. J'ai repéré des endroits très sympas, tu vois. Il bosse dur. Hein. Ouais, ouais, le coucher de soleil, il est fantastique. Ça, hein. ça c'était la pause qui a fait. Ça, c'était à quelle heure le cappuccino là? C'était le repérage cocktail bar de plage, non? C'est ça, non? Un Riva aujourd'hui, c'est la Dolce Vita, quoi. Donc il faut avoir les lieux qui vont avec, les cocktails qui vont avec, les copines qui vont avec. Tout quoi. Son repérage ça sert à rien, on sait très bien où on va le mettre à l'eau, nous le bateau. Hein. Ouais, on n'a pas trop le choix. Voilà, donc où on met tous les autres. Hein. Ouais. Ça c'était encore pour nous endormir ou nous tout dire. À fait, voilà. Tu as raison. La grosse arnaque quoi. Il va pas nous la l'embrouille. faire. Ouais. Enfin. Donc aujourd'hui, tu vois, il faut monter le moteur. Déjà, t'as vu, ce moteur a meilleure tête. Hein. On est loin de ma dernière visite, ça c'est clair. La team Loïc a tabassé sévère en finalisant le moteur. Reste maintenant à sortir le cœur mécanique à l'extérieur de l'atelier. Bon, ok. François, on va remettre la pièce maîtresse dans le bateau, hein, le moteur. Vous avez sorti les gros moyens, les gars, hein, parce que là, effectivement... Ah oui, là, on a pris le gros portique, mais tu vois, on est bien au soleil aussi de temps en temps. Donc, on fait un pré-montage quelque part, parce que comme le bateau a été refait, les bois, etc., il n'y a plus les trous. C'est pas un montage fixe comme dans une voiture. Donc, on va revenir réaligner le moteur avec ce qu'on a monté hier pour être sûr que tout soit OK. Puis également, après, contrôler l'alignement avec l'arbre d'hélice, tu vois, mais avec des cales pour être sûr que ça soit vraiment très bien aligné. Pour cette opération très délicate, nos cracks de la mécanique positionnent le moteur sous l'appareil de levage, passe une élingue, François prend les manettes pour soulever la bête. Bon, il n'y a pas beaucoup de boutons, donc je pense que tu vas t'en sortir. Je vais essayer de pas me tromper. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher le bateau. Allez, tu nous donnes un coup de main, on va le chercher? Non, bah, je vais rester là pour surveiller que tout va bien. Non, puis en fait, on est bien ici, on savait. Pendant que notre spécialiste s'accorde une petite séance UV, le Riva quitte son trône et se positionne pile poil sous le moteur. Maintenant, les choses sérieuses commencent. François est chargé de la greffe. Pour ça, faut être bien concentré et écouter les instructions du capitaine Eric. Descends doucement. Descends doucement. Vas-y, ouais.
Parfait. Ça avance. Très bien. Nickel. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la commande. Et toi, tu vas te positionner derrière avec le chariot et tu vas nous reculer un petit peu le bateau. François le moussaillon s'exécute sans broncher et recule soigneusement le Riva jusqu'au bon positionnement. Doucement. Encore un petit peu, s'il te plaît. Descends un peu le moteur. Allez, on descend doucement. Tu vois, déjà, en avançant un petit peu le tourteau, là. Ouais. On se rend bien compte qu'on est bien dans l'axe de la ligne d'arbre. Ouais. Donc maintenant, en fait, on va jouer sur l'assiette du moteur, tu vois, pour essayer d'avoir un réglage parfait au niveau des tourteaux, en fait, le moins d'espace possible. Cet espace, en fait, on va le contrôler avec un jeu de cale. D'accord. On va descendre et on va lever que l'avant. Pour cette opération, ils vont relever légèrement le moteur vers l'avant. Oh, tu vas lever d'un demi-centimètre. D'accord. Là, stop. Regarde déjà comme on est mieux là. Tu vois déjà au niveau du tourteau, regarde. Loïc place les cales pour rattraper l'inclinaison. Moi, je serais calé là, et centré. Alors, ce qu'on va faire là, François, maintenant qu'on l'a positionné à peu près, qu'il est à peu près dans son emplacement défini, on va avancer notre tourteau d'arbre contre le tourteau de l'inverseur. Okay. Et on va vérifier en fait notre écartement, qui est très important pour éviter toutes les vibrations. Le tourteau d'accouplement dont parle notre spécialiste, c'est un élément de jonction entre l'arbre d'hélice du bateau et l'inverseur. C'est une pièce mécanique de bateau indispensable qui doit parfaitement s'ajuster au moteur pour un bon fonctionnement. On va voir comment on tombe. Bah, tu vois, on est pas mal là. On n'est pas vilain, hein, regarde. Hein. Donc on passe nos jeux de cale, tu vois, en haut, sur les côtés et en bas. On a sensiblement le même écartement, donc on est bon. Hein. Prochaine étape maintenant, c'est qu'on va faire déjà des avant-trous pour pouvoir poser nos tire-fonds. Les tire-fonds XXL vont permettre de fixer le moteur à la coque du bateau. Après ce dur labeur, le soleil commence à piquer du nez. Ça sent déjà la fin de journée. Bon les gars, comme on a bien bossé, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous emmener sur le petit spot où j'étais hier après-midi à siroter un cocktail. Et c'est vous qui êtes mes invités. C'est pas de refus. On fait ça? Ah ouais, merci. Allez, on est parti les gars. En offrant un cocktail à sa team, François marque des points pour que son Riva soit livré dans quelques semaines. Mais attention à ne pas avoir la main lourde sur la boisson, il reste encore un peu de taf avant de finaliser le Riva. « 150e jour de travaux. Si le soleil azuréen commence à taper fort de bon matin, l'équipe de Loïc est elle aussi dans la même énergie depuis plusieurs jours sur la restauration du Riva. Avec pose des nouveaux chromes, filtre carburateur, réservoir, montage des interrupteurs du tableau de bord, du ralenti, des chaumards, hélices, montage du volant, la fameuse sirène et à la demande de François, pose du nom du bateau. Notre expert a une petite idée derrière la tête. Bref, un travail titanesque que poursuit encore ce matin notre duo de choc. Pour rejoindre cette Dream Team, François déboule à bord d'une Fiat 500 jolie. Et visiblement, il est venu avec son chauffeur particulier. Ben nous voilà arrivés, Tony. Ah ben, ouf, Eric, c'est toi qui as dit à François de venir? Ah bon, je sais pas, non? Ben moi non plus, regarde. Hey, t'as vu comme il est beau? Ah ben François, c'est quoi cette histoire là? Le bateau, il n'est pas fini là? Non mais t'inquiète pas, il y a deux choses importantes. C'est que je voulais quand même que tu vois le bateau avant la mise à l'eau. D'accord. Parce qu'une fois qu'il sera sur l'eau, tu verras plus la coque, par définition. Là, l'avantage, c'est que tu as l'inspection potentielle possible de l'ensemble du bateau, dessus, dessous, voilà. Et cet après-midi, hein, on ira se faire une bonne mise à l'eau, tu vas voir, ça va être très sympa. J'espère que tu m'as pas fait déplacer pour rien, parce que j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de stress à gérer. Je sais. On l'aura bien compris, François ne s'est pas fait conduire par son chauffeur particulier, il a ramené son potentiel acheteur. Pari risqué de sa part au moment où Loïc lui demande de venir le rejoindre. Ça va Loïc?
Ben, moyen. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, j'amène le client. Je vois que le bateau est pas prêt, ça craint. T'es sûr qu'on le met à l'eau cet après-midi ou pas? Tu m'avais dit qu'on pouvait peut-être... parce que là, tu vois, moi, ça craint. On a des vérifications à faire, on remonte les choses. Nous, si on met le bateau à l'eau, il peut aller au fond. Voilà. Au pire, on fait la mise à l'eau d'essai. Voilà. Donc, à dire la mise à l'eau d'essai. Même pas longtemps, mais histoire qu'il le voit dans l'eau, qu'il visualise, qu'il se dise ça y est, c'est bon, je le veux, c'est celui-là, etc. Ça va être un peu compliqué là. C'est comme pour une voiture de course. On fait les vérifications ici. Une fois que tout marche, on va à l'eau. Bon, les vérifs, on peut les faire maintenant. Ok. Active ton équipe. Moi, j'essaye de le cajoler. Je suis sûr qu'il lui a vendu qu'il va assister aux coulisses de la restauration, du redémarrage. Ouais. Le truc top. Mais bon, il aurait dû nous prévenir. Faire monter la sauce, tu sais. Ah ouais, bah, il peut vendre. Heureusement que la gestion du stress est l'atout majeur de nos deux experts. En 2-3 consignes passées, la fourmilière se met en action et rapplique en 2-2 avec cale, cric de levage et huile de coude pour la mise en place du berceau. Une fois le tout installé, le Riva se déplace en toute sécurité. François, monsieur, vous allez pouvoir assister à la remise en route du bateau. C'est une première. C'est la renaissance du bateau. Il faut être conscient que c'est une première remise en route. C'est pas sûr qu'on puisse faire la mise à l'eau aujourd'hui. Hein. Vous connaissez les problèmes de redémarrage, même sur les voitures. Donc, on doit faire des tests. Hein. Non, mais t'inquiète pas, ça va marcher. Hein. Après ces piqûres de rappel qui figent littéralement le visage du potentiel acheteur, Loïc et Eric commencent les premiers points de contrôle de la jauge d'huile de l'inverseur. Ouais, c'est bon, on est bon. Puis de l'huile moteur. Ok, on est bon. On va amorcer le carburateur. Pour cette opération, Eric injecte directement de l'essence dans le carbu. On va mettre l'eau en route. L'eau va passer par la crépine. Bon, bah là, on va simuler. Hein. Le bateau, quand il est dans l'eau, il aspire l'eau de mer. Là, on lui fait aspirer de l'eau en force par la crépine, en fait, de l'eau douce. Hein. Pour cette opération à risque, Eric branche le moteur sur l'arrivée d'eau et met le contact sur le tableau de bord. Donc tu vois, toutes les aiguilles sont montées, ont bougé tout du moins. Électricité, ok. Un petit filet de gaz et on va essayer de procéder au démarrage. La pompe à eau aspire l'eau qui vient refroidir le moteur grâce à son passage dans les collecteurs d'échappement. François, tu peux me dire si l'hélice tourne? Nickel. Tony comprend parfaitement tout ce qui vient d'être dit et mesure l'étendue du chantier qui touche bientôt à sa fin. Maintenant, le dernier test va être de le mettre à l'eau, s'assurer que de l'eau ne rentre pas dans le bateau. Il faut pas oublier que ces bateaux ont 60 ans. Et pour tenter de rassurer encore plus son acheteur potentiel, François va lui montrer un détail qui risque de marquer les esprits. Bon, j'espère, mon cher Tony, qu'au passage, tu auras remarqué le cadeau que je t'ai déjà fait avant même que tu l'aies acheté. J'ai déjà indiqué le nom que tu souhaitais lui donner. Maintenant, t'as plus qu'à l'acheter. Avec cette attention, François a bien préparé le terrain et compte battre le fer de la planche à monnaie tant qu'il est encore chaud. C'est donc en face à face qu'il ambiance Tony pour le prix de vente. Alors, le prix, il est très clair, c'est 100 000. Et je vais même te dire, c'est pas très cher, parce qu'aujourd'hui, ça vaut même plutôt un peu plus par rapport au début du chantier. Donc 100 000 €, je pense que c'est un bon prix. Et quand tu l'auras essayé, tu vas tomber amoureux, tu vas me faire le chèque direct. Je suis déjà tombé amoureux vu les finitions. 100 000, ça me paraît un prix cohérent, correct. C'est vrai? Et oui. Avant même de l'avoir essayé? Je prends. 100 000. Et tu discutes même pas. Bah, si j'avais su, je t'aurais proposé à 115. Après cette vente magistrale, toute l'équipe de Loïc se sera mobilisée pour finaliser le Riva. Avec des plaques d'étrave d'ornement pour protéger l'avant du Riva en cas de choc. Pose du logo et de la sellerie. Et pour tuer tout suspense, la mise à l'eau de ce splendide canot automobile aura été à la hauteur du travail effectué. C'est bon Eric, ouais. Allez, c'est bon, super. Ouais, on y va. On n'a pas d'entrée d'eau, rien du tout, donc top. Bon, bah c'est génial tout ça. Job done. Super. L'étanchéité sur l'ensemble du bateau est tout simplement optimale.
Pour couronner cette belle restauration, Tony a convié sur sa toute nouvelle acquisition un de ses amis et nos 2 restaurateurs pour les remercier du travail effectué. François aura donc réalisé une belle opération en vendant son Super Florida 100 000 €. Avec ses 37 000 € d'achat et ses 46 000 € de restauration, notre expert se dégage un joli bénéfice de 17 000 € pour un prochain projet. Aucun naufrage financier pour cette première expérience maritime. Notre loup de mer pourra, c'est sûr, renouveler l'opération.